Public Sénat, avec le soutien de la Mutuelle nationale territoriale, la Mutuelle des agents des services publics locaux et Adviso Partners, cession, acquisition et transmission d'entreprises, nos territoires ont de la valeur, vous présente le Journal des territoires. Bonjour à tous et bienvenue en ce vendredi pour cette édition avec le JT des territoires dans un instant que je vais vous présenter. Puis territoire d'info, en direct sur ce plateau, c'est Stéphane Séjourné, le directeur de campagne à l'élection européenne de La République En Marche, qui sera notre invité politique tout à l'heure. Et puis l'actualité parlementaire en troisième partie de cette édition. Tout de suite, c'est le JT des territoires. On s'y retrouve dans un tout petit instant. Bonjour à tous, bonjour à ceux qui nous rejoignent. Ce journal démarre. Une question essentielle pour l'ouvrir. Va-t-on vers une pénurie de pommes de terre et de frites en Belgique ? Depuis déjà quelques années, le phénomène s'accentue. Les Belges viennent désormais faire pousser leurs pommes de terre en France, dans les Hauts-de-France. Le problème, c'est que la pratique est interdite. Elle réduit le nombre de terres agricoles disponibles pour les nouveaux installés, mais elle permet à certains agriculteurs du Nord d'arrondir leur fin de mois. Plus d'explications maintenant avec Maxime Rochard et Thierry Chartier de la chaîne WEO TV dans le Nord, notre partenaire. Sur la côte belge, c'est une star qui fait l'unanimité. Mais ce sont de vraies frites belges. Mais la frite serait-elle à l'origine d'une crise frontalière ? Depuis plusieurs années, des agriculteurs belges cultivent illégalement des pommes de terre dans le nord de la France en sous-louant des terres agricoles, une pratique interdite. Là, c'est la route départementale qui mène à la Belgique. Faut imaginer au mois d'octobre, c'est un flux incessant de camions ou de tracteurs, quasiment 24 heures sur 24. Un flux important de production qui s'en va, une valeur ajoutée qui s'en va. Dans les Hauts-de-France, 80% des agriculteurs sont locataires de leurs terres. S'ils louent un hectare moins de 200 €, ils peuvent toucher jusqu'à 1500 € en le faisant exploiter par les Belges. Une spéculation foncière qui empêche de jeunes paysans de s'installer. Ça fait donc à peu près une dizaine d'années que je cherche à la limite une opportunité de m'installer. On ne joue pas à armes égales en fait. Je pense que je ferais aussi bien faire qu'eux si j'avais les mêmes conditions fiscales et économiques. La pratique est taboue, mais nombreux sont ceux qui s'en accommodent. Les Belges en manque de terre produisent plus et les Français arrondissent leur fin de mois. Impossible pour nous d'en trouver qui veulent bien témoigner et pour cause. J'utilise massivement des produits qu'on ne connaît pas, qui ne sont pas forcément autorisés ici dans notre région. Difficile de connaître les surfaces agricoles concernées, mais ce phénomène se serait répandu bien au-delà de la zone frontalière. Sans transition, à l'école, vous étiez bon en maths. Des enseignants de la région Occitanie se mobilisent afin d'améliorer l'enseignement des mathématiques en primaire et les rendre beaucoup plus ludiques. Un rapport du ministère de l'Éducation nationale récemment publié souligne le niveau des élèves dans ce domaine. Il ne cesse de baisser. Antoine Maïès pour notre chaîne partenaire Via Occitanie. Ils veulent améliorer la qualité de l'enseignement des mathématiques au primaire. 200 instituteurs se sont réunis à Frontignan. Leur but, échanger sur de nouvelles méthodes à adopter pour rendre les mathématiques plus ludiques. Un rapport du ministère de l'Éducation nationale récemment publié souligne que le niveau des élèves dans ce domaine ne cesse de baisser. C'est pas une question de bas niveau, mais c'est une question certainement d'appétence au niveau des mathématiques. Et on voudrait effectivement faire en sorte que les mathématiques soient vécues, que ce soit à l'école élémentaire, au collège ou au lycée, comme une matière stimulante, intéressante et qui fait réfléchir les élèves. Alors bon ou mauvais nos élèves? Petite évaluation. 5 plus 5 10. 10 plus 10 20. Certains parents d'élèves reconnaissent aussi leur part de responsabilité. On a de plus en plus les écrans, les téléphones et c'est vrai qu'on fait de moins en moins appel à la mémoire. Nous pareil, les adultes, on sait de moins en moins calculer sans calculatrice. C'est peut-être plus là qu'il y aurait quelque chose à revoir, c'est-à-dire repartir sur les fondamentaux et apprendre aux enfants à être autonomes sur des problèmes de la vie quotidienne, tout simplement des transferts de capacité, des conversions, apprendre à utiliser l'argent de poche aussi. D'après le classement international PISA, la France est loin, très loin du trio de tête des pays où les élèves sont les plus performants en sciences, à savoir la Chine, Singapour et le Japon.
Le projet Start-up Lycée mobilise les lycéens du département, c'est dans les Vosges. Le but du projet est de créer une entreprise viable économiquement en 48 heures avec un thème, votre ville dans 10 ans. Ils ont dû créer un pitch, un logo, ainsi qu'un plan financier pour présenter leur start-up à un jury composé de professionnels. Anne Didier pour Vosges Télévision, notre partenaire. La tête en ébullition pour ces lycéens, créer une start-up en 48 heures, voici le défi qui leur a été lancé juste avant les vacances, vendredi dernier, deuxième jour du brainstorming. Un groupe a choisi de partir sur une idée originale d'Eodazone, une version locale d'Amazon. Ça va permettre d'aider les personnes qui ne peuvent pas se déplacer à mobilité réduite ou à un handicap. Et si ça se projette, ça permettra quand même à beaucoup de citoyens de faire des commandes en ligne sans trop se déplacer. Le lycée Jules Ferry de Saint-Dié-des-Vosges s'est laissé prendre au jeu de cette initiative, une première en Lorraine. 4 classes de l'établissement se sont saisies du projet. Objectif, créer une entreprise viable économiquement sur un thème au spectre large, votre ville dans 10 ans. C'est vrai que l'éducation nationale vit en marge des entreprises et qu'il était urgent de travailler ensemble. Donc au moins cette action nous permet de faire rentrer l'entreprise dans l'établissement et de montrer aux élèves qu'il y a une vie dans l'entreprise et pas toujours la vie qu'ils imaginent. Création d'un logo, d'un pitch et d'un plan financier, les startups à l'issue des 48 heures devaient être présentées à un jury composé de professionnels. J'ai retenu qu'ils se découvraient eux-mêmes et donc ils apprenaient effectivement à monter de façon collective une opération. Mon but, c'est de leur faire découvrir le monde de l'entreprise et les difficultés de la création. C'est un projet éco-citoyen de nettoyage qui a été primé. Le projet d'Eodazone, lui, a pris la 3e place du classement final. Pour l'ensemble des 120 participants, le but essentiel était une première approche singulière du monde des entreprises. Vous le savez, on en parle beaucoup, c'est un problème dans nos villes moyennes, les centres-villes. Voici une initiative pour redynamiser ces centres-villes, une boutique éphémère qui vient de voir le jour dans la ville de Hyères, en Essonne. Elle propose chaque semaine des produits artisanaux. Plus d'explications avec le reportage de Yamina Bendaïda pour Via Grand Paris, notre chaîne partenaire. Ça rappelle le doré aussi de vos lunettes. Cette semaine, les clients de la boutique éphémère de Hyères peuvent profiter des bijoux de 3 créatrices. L'une d'entre elles est venue d'Ardèche pour exposer ses produits. Et les clients de passage sont ravis. Des bijoux, la semaine dernière, je ne sais pas quand, c'était des vêtements. Mon amie est venue, elle était sous le charme, donc on a voulu essayer. À défaut de vêtements, on a vu des bijoux et on est très content. Oui, je pars avec un petit... Voilà. Chaque semaine, la boutique change de visage. De la gastronomie aux bijoux, en passant par les vêtements. Pour la municipalité, c'est un pari gagnant qui favorise l'activité commerciale du centre-ville. L'idée, c'est que les commerçants, les artisans puissent, s'ils le souhaitent, tester leur concept et ensuite, pourquoi pas investir sur une vraie boutique à eux qui puisse leur appartenir et qui fonctionnerait réellement. Pour nous, c'est une vraie redynamisation du centre-ville. Pour les artisans, la boutique éphémère est un tremplin pour leur activité. Certains n'hésitent pas à revenir avec des produits encore plus adaptés à la clientèle hyéroise. Ça m'a permis de voir par exemple des attentes vis-à-vis de bijoux. Voilà, j'avais cette manchette qui plaisait énormément. Mais bon, on est sur un produit qui est très lourd, on est sur de l'argent massif, donc qui a un certain prix, qui demande beaucoup d'heures de travail. Et la demande m'a été faite à plusieurs reprises de partir peut-être sur quelque chose de plus léger et né de cette première édition, voilà ce bracelet qui est effectivement plus léger, où on est sur quelque chose, donc on pourrait dire que ça c'est né suite à la rencontre avec les Hyérois. L'instant présent, c'est le nom de la boutique éphémère de Hyères, a accueilli depuis son ouverture l'année dernière plus de 10 000 personnes. Attention, c'est quand même à boire avec modération. Le Brastis, c'est le pastis made in Bretagne qui est né à Dinan. Le breuvage fait parler de lui jusqu'à Marseille, c'est dire, comme le montre ce reportage de Mathilde Kemener pour TBO, la chaîne du groupe Le Télégramme, notre partenaire. À Dinan, les petits jeunes s'enchaînent sur le comptoir de ce bar. En un mois, ce gérant a servi plus de 200 verres de Brastis, un pastis made in Bretagne. On ne le trouve pour l'instant que dans les cafés, hôtels et restaurants, ainsi que chez les cavistes. Il y a des gens qui viennent expressément dans mon bar parce que justement on vend le Brastis.
et sachant qu'on ne le trouve pas non plus dans les supermarchés. Donc il y a des gens qui se déplacent pour le Brastis. Et ce jour-là, justement, dans ce bar, une Marseillaise, après dégustation, que pense-t-elle du Brastis? Il est tout aussi bon, même meilleur. À l'origine de cette audacieuse revisite, le fondateur de la Maison Jouffes a dit non. Depuis 20 ans, il est spécialisé dans les spiritueux. Aujourd'hui, il fait déjà face à sa 3e rupture de stock avec 5000 bouteilles vendues. Ça a été un tourbillon, quoi. Et ce qui est drôle, c'est cette passion que ça crée avec les Marseillais et les Bretons qui répondent aux Marseillais. Et je ne pensais pas que la Maison Jouffes et son Brastis allaient pouvoir déclencher autant de passion. Dans leurs locaux, pas d'usine, le lieu de fabrication est confidentiel, mais il se situe quand même en Bretagne. À Dinan, il gère le côté commercial et élabore les produits. Un nouveau pastis breton devrait d'ailleurs voir le jour en grande surface. Notre produit, on est entre 29 et 35 € en fonction des réseaux. Et justement, on veut faire un 2e produit qui ne s'appellera plus Brastis, dans une bouteille différente et surtout à un prix qui sera plus en phase avec les anisés que les gens achètent lorsqu'ils en consomment un petit peu plus que celui qui veut juste avoir un joli symbole chez lui. La sortie de ce nouveau produit est prévue dans les semaines à venir. T'as de la galette, il y a un petit coup de galette. Un petit coup de galette, un petit coup de... Voilà, on continue ce JT avec les revues de une de la presse quotidienne régionale dans un tout petit instant. À tout de suite. Et puis dans l'actualité, c'est à la une de la presse de la Manche, l'EPR de Flamanville dans la tourmente. Saveria, bonjour. C'est un gros coup d'arrêt pour l'EPR de Flamanville. Les soudures du nouveau réacteur sont confirmées non conformes par les experts de l'autorité de sûreté nucléaire. Sa mise en service devait être effective à la fin de l'année. Ce ne sera donc pas le cas. Des experts préconisent qu'EDF refasse 8 soudures essentielles sur l'EPR de Flamanville, des contretemps qui se chiffrent en réalité en années et en milliards. Pour rappel, l'EPR devait démarrer au départ en 2012. Depuis, son coût a plus que triplé. La facture pourrait donc encore s'alourdir, a confirmé hier soir EDF. Voilà, c'est une santé pour le Dauphiné ce matin avec le cancer, le cas de tumeurs liées au travail, le fléau du cancer professionnel. Les cas de tumeurs liées au travail, notamment à l'amiante, sont en hausse. Chaque année en France, 1840 cancers en moyenne sont reconnus comme d'origine professionnelle. En 20 ans, leur nombre a plus que triplé, avec une part prépondérante pour les pathologies liées donc à l'amiante. Un chiffre qui reste néanmoins en dessous de la réalité selon l'assurance maladie. Il y aurait 5 fois plus de cancers dus au travail. Il y a en France, je le rappelle, 1000 cas de cette maladie chaque jour. Et puis on va le traiter avec Zoé Cadio qui est sur ce plateau de Midi Libre justement. C'est la une de Midi Libre. Pour eux, la retraite attendra. Voilà, juste quelques mots. 3% des plus de 65 ans sont encore en situation d'emploi et c'est un chiffre qui augmente pour des questions de choix personnels ou encore d'obligations financières. Vous êtes de plus en plus nombreux à choisir de continuer à travailler. On en parle donc dans un instant avec Zoé Cadio. Et puis il sera là pour interviewer notre invité politique, c'est Denis Caro et c'est sa une aujourd'hui, Nice Matin, privatisation de l'aéroport. Échec ou succès à Nice? La privatisation des aéroports, c'est un sujet qui fait débat. Celle d'Aéroports de Paris, elle vient d'être validée par la loi Pacte, justement, un peu moins de 3 ans, après le rachat de 64% des parts par le privé. Quel est le bilan de la privatisation de l'aéroport de Nice? Eh bien, ce bilan semble plutôt positif. Il faut noter que lors de cette privatisation, l'État a d'ailleurs conservé la propriété du foncier. Puis il faut aussi rappeler que cette privatisation a été décidée par un gouvernement socialiste sous la présidence de François Hollande. Merci Saveria. On vous retrouve en troisième partie pour l'actualité parlementaire. Tout de suite, c'est le Club de la Presse. Je l'ai annoncé, Zoé Cadio et Michel Richard sont là. Bonjour Zoé Cadio. Bonjour Vous représentez le Midi Libre des groupes du journal. La Dépêche, groupe La Dépêche. Merci d'être là. Et puis bonjour Michel Richard, éditorialiste au Point. Merci d'être ce matin sur ce plateau. On va démarrer, on parlera des retraités, notamment Occitanie tout à l'heure, qui se remettent au travail, qui continuent de travailler. On va parler avec vous avant, Michel Richard, d'Édouard Philippe, qui ne convainc pas du tout les Français. Seuls 30% d'entre eux pensent que le gouvernement va bel et bien baisser les impôts, comme pourtant il s'y est engagé lui. Alors qu'est-ce qui se passe là? Il y a une défiance qui continue, un manque de confiance qui se poursuit malgré ce grand débat et ces remontées du grand débat. Sûr, il y a une défiance congénitale. On comprend les Français d'être sceptiques, perplexes, voire incrédules
face aux promesses. Écoutez, ils ont payé cher durant toutes ces dernières décennies pour entendre dire qu'il valait mieux ne pas augmenter les impôts, et en fait, les impôts ont toujours augmenté. Donc franchement, on comprend absolument cette perplexité. Et il faut dire aussi que les Français, c'est des gens un peu bizarres, c'est-à-dire eux-mêmes, quand on les interroge, et Dieu sait que ce grand débat leur a donné l'occasion de s'exprimer, ils sont naturellement pour la baisse des impôts, mais pas que. Ils sont aussi pour des hausses d'impôts. Alors, pas les leurs, ça va sans dire, mais donc, au fond, cette espèce de schizophrénie vis-à-vis des impôts fiscaux du gouvernement, elle est en chacun de nous. Chaque Français est un peu schizophrène. Payer moins pour lui et un peu plus pour le voisin, ce ne serait pas si mal. La TVA, hein, j'ai vu que les CSP, c'est-à-dire les gens qui gagnent le plus d'argent, attendent avant tout une baisse de la TVA. 30% des Français, toutes catégories confondues, le pensent aussi. Oui. Pourquoi cette TVA? C'est la plus visible, hein? Alors c'est la plus visible, et puis d'une certaine façon c'est la plus injuste, hein, puisque elle frappe aussi durement le pauvre que le très riche. D'où en effet cette revendication de supprimer la TVA sur un certain nombre de produits dits de première nécessité. Oui. Alors une fois qu'on a dit ça, enfin, ce qui paraît très bien, mais c'est très compliqué. C'est très compliqué, d'une part parce que rien ne dit que cette suppression de la TVA sur les produits de première nécessité se répercutera sur les prix, alors que ça peut profiter à la grande distribution notamment. D'autant qu'on a l'exemple par le passé avec l'histoire de la baisse de la TVA dans la restauration, exactement, qui avait été décidée par Jacques Chirac. Exactement, et qui n'a pas profité aux consommateurs. Pas du tout aux consommateurs. Oui. Et puis deuxièmement, c'est un problème aussi avec l'Europe, car nous n'avons pas, que je sache, le droit tout seul de décréter qu'un certain nombre de produits seront exonérés. Alors ce qui est très curieux, c'est que cette diminution du nombre de fonctionnaires, hein, 49% des Français, parce qu'il faut réduire le coût des services publics en diminuant le nombre de fonctionnaires, mais en même temps on a besoin de plus de fonctionnaires aussi. Et là aussi, il y a une ambivalence absolument terrible, Zoé Cadio. Oui, il y a une schizophrénie, c'est-à-dire c'est qu'en même temps on veut moins d'impôts, mais on veut toujours plus de services publics. À raison d'ailleurs. Hein. D'ailleurs, c'est un problème aussi qu'on voit dans nos territoires. Le problème de désertification et pas simplement des services publics. Je dirais aussi des services à la santé, des services aussi à l'éducation. Et ça, c'est une réalité. Et on ne sait pas comment il va résoudre cette quadrature du cercle, comme on dit habituellement. Alors la façon dont les impôts, vous en parliez, et les prélèvements seront répartis, c'est la question essentielle. C'est quoi? C'est ce fameux, voilà, on crée de la richesse, ensuite on la répartit, mais il faut d'abord en créer. C'est ça le paradoxe, Michel Richard? Ben oui, ça, il n'y a pas de mystère, il faut toujours créer de la richesse avant de la redistribuer, et si ça n'est pas le cas, on redistribue ce que l'on n'a pas, et ça s'appelle l'endettement. Et de ce point de vue, on est plutôt très bien placé. On est très doué. Oui, on est très doué, bien sûr. Zoé Cadio. Oui, tout à fait. Quand on voit notre taux d'endettement, je crois que c'est 90% du PIB, si mes souvenirs sont bons. Oui, on va éviter de passer aux 100%. Voilà, pour éviter de 100%, mais en même temps, il y a encore une autre contradiction, c'est qu'on dit qu'il faut de plus en plus, justement, la richesse du pays, mais on s'aperçoit que les Français sont les plus productifs, entre guillemets, quand on voit le taux de rentabilité, le taux de production des Français par rapport à d'autres pays européens. Les Français sont plutôt bons. Donc, il y a vraiment, là aussi, une situation qui paraît complètement incroyable. Alors, Michel Richard, sur la base de cette non-adhésion aux explications du Premier ministre, puisqu'il est allé à l'Assemblée, il est allé au Sénat, il l'a fait au Grand Palais, donc il a vraiment fait de la pédagogie par rapport à ces remontées du grand débat. Qu'est-ce qui peut se passer politiquement? Qu'est-ce que le président de la République peut tirer comme conclusion de ça? C'est extrêmement compliqué, puisque à la base, on voit que les Français n'adhèrent pas à la priorité qui avait été définie par le Premier ministre. Bon, alors, ce que l'on peut dire, c'est qu'évidemment, il y a un climat général de méfiance, sinon de défiance. Et même de suspicion. Le président, naturellement, sera dans l'incapacité de convaincre tout le monde et de satisfaire tout le monde. Les demandes sont si hétéroclites, souvent même si contradictoires, que bien entendu, il faudrait être fou pour imaginer que l'on puisse convaincre et soulever une hola d'enthousiasme. Non. Donc il va devoir faire effectivement des choix, et je pense évidemment que ces choix devraient être concentrés sur le corps central de l'électorat
plutôt que sur les gilets jaunes. Les gilets jaunes, alors ce qui ne veut pas dire qu'on ne satisfera aucune des demandes des gilets jaunes, mais ça veut dire que ça ne doit pas être le cœur de sa réponse, car il n'a rien à attendre de ce côté. Les gilets jaunes veulent tout et ne se contenteront pas de ce qui ne serait pas tout. Donc forcément, il n'aura à attendre aucun satisfecit de ce côté-là. Donc qu'il s'adresse au corps central de son électorat, c'est-à-dire République en marche, une part de républicains, une part de socialistes. Zoé Cadio, on passe à l'Occitanie. C'est un grand dossier dans Midi Libre aujourd'hui. 26 400 retraités qui ont repris le chemin du travail. Expliquez-nous, c'est quoi, un manque de pouvoir d'achat ? Alors, pas simplement. Alors, on s'est penché sur cette question. C'est un dossier qui a été réalisé par Jennifer Franco, une de mes consoeurs. Et comme vous le savez, hier, pour la 7e fois, les retraités sont descendus dans la rue pour clamer un peu plus de pouvoir d'achat. 13 millions de retraités en France. Comment ? 13 millions. Oui, on dit même 17 millions si on compte en même temps tout le monde. Pour être exact, c'est 17 millions de personnes qui touchent soit la retraite ou la reconversion de retraités. Donc c'est à peu près 17 millions de personnes. Et il faut savoir qu'aujourd'hui, en France, il y a à peu près 13,1 millions de personnes qui ont plus de 65 ans. Donc ça représente quand même une part importante de la population. Et le dossier qui est présenté ce matin dans nos colonnes est intéressant parce que certes, la retraite moyenne en général est à peu près de 1 361 €. C'est pas énorme quand on compte. Et on s'aperçoit que nombre de personnes n'ont même pas ça. Enfin, il faut rappeler aussi que le minimum vieillesse, c'est 868,20 €. Donc avec 868,20 €, on ne fait pas grand-chose. Donc nombre de seniors, effectivement. Enfin, quand on dit les seniors, c'est plutôt les gens qui sont partis à la retraite tôt, les pré-retraités ou les retraités, c'est ceux qui ont entre... C'est le cas de ce kinésithérapeute là qui dit pour vivre sans survivre, il me faut travailler jusqu'à 70 ans. D'accord. Il est derrière vous. Il est derrière moi, effectivement. Et le cas de ce kiné est aussi un peu particulier parce qu'il rappelle aussi qu'il a eu des accidents de la vie. Donc je ne sais pas s'il est très représentatif de la situation à l'heure actuelle, mais il faut savoir que aujourd'hui, il y a une étude de l'INSEE qui dit que 26 400 retraités de la région Occitanie sont retournés travailler soit par nécessité économique, soit par plaisir. Ils sont 278 900 en France. C'est pas énorme si on regarde par rapport au nombre de retraités en France, 17,1 millions, mais il faut savoir que ça représente 3% de ce corps de population. Ils étaient 1% il y a encore quelques années. Et s'ils retournent travailler, c'est effectivement parce qu'ils ont besoin de travailler, comme on prend l'exemple de cet ancien chauffeur de TAM, vous savez, le tramway de Montpellier, qui est parti habiter en Aveyron pour pouvoir vivre parce qu'il n'a que 1 000 € de retraite. Et en faisant là où c'est moins cher, il faut là, effectivement, c'est moins cher. La vie est moins chère. La vie est moins chère. Et il a un complément de retraite en emmenant les enfants à l'école. Il est chauffeur scolaire avec 500 €. Il faut savoir que généralement, c'est pour les femmes entre 500 et 150 € en plus par mois, 900 pour les hommes. Et c'est souvent, malheureusement, effectivement, par nécessité économique, mais aussi c'est aussi une manière aussi de rester dans la vie active et de rester d'une manière plus jeune. On les a vus manifester. D'ailleurs, on a des images, ces retraités. C'est aussi... Ça, c'est assez joli, mais en même temps un peu triste, pour aider leurs enfants, ils disent. Alors, oui, tout à fait, mais est-ce qu'ils vont encore pouvoir aider leurs enfants ? C'était aussi une des réclamations hier, c'est qu'il faut savoir ce qu'effectivement le gouvernement a donné un coup de pouce aux retraites avec 0,3%. C'est pas énorme, sachant que l'inflation était 1,8%. Donc, ils disent aussi pouvoir aider les enfants, mais de plus en plus de retraités disent qu'ils ne peuvent plus aider leurs enfants parce que, justement, ils nous ont de moins en moins de moyens financiers. Et ce cumul emploi-retraite, là, ça fonctionne, ça marche ? Alors, le cumul emploi-retraite, ça marche bien dans la mesure où il y a eu une réforme il y a une dizaine d'années. Et il faut savoir aussi que le phénomène va être un peu excès. Tout le monde entend en parler en ce moment de la réflexion qui a lieu avec la commission Delevoye. Vous savez, pour le fait que les gens travaillent plus longtemps, moins longtemps. Il y a toute une réflexion qui a lieu. Le commissaire chargé des retraites. Qui est chargé des retraites, Jean-Paul Delevoye, le nordiste, qu'on connaît bien ici. Et effectivement, ça marche mieux, mais c'est encore compliqué. Et il faut aussi ajuster. Et il y a des calculs qui sont à faire. Et puis c'est un électorat, comme on dit Michel Richard, les retraités. Absolument stratégique. Parce que c'est celui qui est le plus civique, si je puis dire, c'est-à-dire celui qui participe le plus aux élections. On dit qu'il a beaucoup participé au grand débat d'ailleurs, parce qu'il a forcément un peu plus de temps que les gens qui sont extrêmement actifs. Assurément. Donc c'est évidemment l'électorat qui vote le plus en pourcentage, c'est donc stratégique, surtout pour des élections européennes qui ne déplacent jamais des foules considérables. Et deuxièmement, c'est un électorat qui s'est révélé à la présidentielle largement macroniste. Ouais. Et puis, c'est un électorat qui est très disputé,
puisque les Républicains, notamment, n'en reviennent pas qu'il ait pu lui échapper aux dernières présidentielles. Et par conséquent, ils font tout pour le récupérer et les arracher aux griffes de la République En Marche. C'est le cas en Occitanie aussi? C'est le cas aussi en Occitanie. Et puis quand on dit aussi que c'est un électorat qui est très convoité, c'est aussi un marché qui est très convoité. D'ailleurs, c'est pas hasard si on s'aperçoit aussi que les seniors sont aussi visés par la nouvelle économie, comme on le voit là aujourd'hui dans le papier de ce matin, sur le site Seniors à votre service, qui propose des petits jobs, enfin des petits emplois. C'est une plateforme, c'est intéressant. Ça permet d'arrondir ses fins de mois quand on est senior. Elle doit marcher. Et elle marche très bien. Oui, non, c'est incroyable. C'est plus de 16 000 personnes qui sont inscrites sur cette plateforme, si mes souvenirs sont bons. Voilà, c'est le dossier. En Occitanie, 26 400 retraités ont repris le chemin du travail. Et j'imagine que ça doit être le cas aussi un peu partout. Ailleurs, merci. Joël Cadio, Midi Libre, Groupe La Dépêche. Merci Michel Richard, éditorialiste au Point. Merci beaucoup. On vous retrouve, Michel, en deuxième partie après l'invité politique tout à l'heure. Tout de suite, c'est la météo des territoires, le temps qu'il fait en France. Vous allez voir avec ce week-end qui arrive aussi. À tout de suite. La météo vous est présentée par l'Assemblée des départements de France. C'était la météo avec l'Assemblée des départements de France. Voilà, tout de suite ce que vous devez retenir de l'actualité du monde par notre partenaire TV5 Monde. On part en images au Soudan avec ces manifestations après la destitution du président Omar el-Béchir, au pouvoir depuis 3 décennies, et son remplacement par un conseil militaire de transition pour une durée de 2 ans. Et puis en Angleterre avec l'arrestation de Julian Assange à Londres, à l'ambassade d'Équateur, le fondateur de Wikileaks. Vous savez, il est inculpé aux États-Unis et risque une extradition. On regarde ça ensemble, on se retrouve après, tout de suite. Public Sénat, avec le soutien de la Mutuelle Nationale Territoriale, la Mutuelle des agents des services publics locaux et Adviso Partners, cession, acquisition et transmission d'entreprises, nos territoires ont de la valeur, vous ont présenté le Journal des territoires. Après la chute d'une dictature, la crainte d'en voir une autre l'a remplacée. Ce jeudi soir, malgré le couvre-feu imposé, des milliers de manifestants se sont rassemblés dans les rues de Khartoum et devant le QG de l'armée. Leur but, rappeler qu'ils n'accepteront pas une administration dirigée par des personnalités de l'armée, ni par des proches du président déchu Omar el-Béchir. Des contestations et une crainte confirmées par la sermentation du ministre de la Défense Awad Ahmed Ibn Aouf, nommé à la tête du Conseil militaire de transition. Ses partisans redoutaient ce moment. C'est finalement ce jeudi que les policiers britanniques sont entrés dans l'ambassade équatorienne à Londres, arrêtant sans ménagement en résidant depuis près de 7 ans Julian Assange. Le fondateur de Wikileaks avait là trouvé refuge en 2012 pour échapper à une arrestation. L'ironie suprême pour un pays qui a voté pour quitter l'Union européenne. Il devra participer à ces élections fin mai s'il veut éviter un divorce sans accord à ce moment-là. Car pas question pour Bruxelles de permettre au Royaume-Uni de rester encore 6 mois tout en évitant ce scrutin. Nous serons représentés dans l'Union européenne. Et quand nous aurons réussi à stopper le Brexit, nous aurons besoin de cette représentation, d'avoir une voix et des amis, des partenaires européens. Je vous le promets, je vais diriger le parti du Brexit dans ces élections et lorsque nous serons élus, nous ferons de notre mieux pour créer le plus de problèmes possible. 4 jours après, on recherche encore des corps. On déblaye, on tente de renforcer ce qui peut l'être. La tâche est immense. Il a plu en quelques heures l'équivalent de 3 fois la pluviométrie moyenne pour un mois d'avril. Un déluge accompagné d'un autre
les images sur les réseaux sociaux. Parmi elles, il en est une qui a été partagée des dizaines de milliers de fois. Une dame passe d'un cajot à un autre. Afin d'éviter qu'elle aille dans l'eau, un homme noir, prévenant, aligne ses cajots sous ses pieds. Dans les commentaires, il y a ceux qui félicitent cet homme pour l'aide apportée à la personne âgée et ceux qui dénoncent en convoquant les sujets depuis toujours ultra sensibles de la société brésilienne, les inégalités de race et de revenus. Le déluge a fait remonter à la surface des éléments du fameux contraste brésilien.